quelqu'un qui est intègre, qui essaie d'amener justement à ce que le collectif de la diaspora et plein d'autres, comme la Fédération de France des Sénégalais de la diaspora, il y a eu l'occasion d'être cadre de concertation de la diaspora sénégalaise, Assemblée des Sénégalais de l'extérieur. Vraiment, il y a tout un ensemble d'outils sur lesquels tu t'es appuyé pour faire avancer la diaspora sénégalaise et la diaspora africaine dans son ensemble. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi cet engouement, cette volonté de vouloir en fait aller de l'avant comme ça, avec l'esprit de combativité que tu as, quoi? Je suis convaincu d'une chose. J'étais dans un parti clandestin, j'ai quitté ce parti-là dans les années 86, 84-86, donc tu vois, l'eau a coulé sous les ponts, 86 à maintenant. Oui, c'était mon expérience de parti, je ne suis plus rentré dans aucun parti politique. Parce que j'ai la conviction que ce qui va faire avancer nos sociétés, c'est leur diaspora. Ouais. Si tu regardes la diaspora israélienne, tu reprends la diaspora chinoise, la diaspora, toutes les diasporas en général dans le monde, quand un pays s'appuie sur sa diaspora, il ne peut qu'avancer. Aujourd'hui, je suis fondamentalement convaincu d'une chose, c'est que le Sénégal ne pourra aller vers l'émergence que si sa diaspora y est intègre. C'est impossible. Si on y met notre grain de sel, si on y met notre énergie. C'est pour ça que mais comment créer cette passerelle? Quelle est la politique sur laquelle, je préfère ne pas dire politique, dire quelles sont les stratégies, quels sont les dogmes, les fondements même qu'on doit utiliser pour que la diaspora sénégalaise africaine puisse se dire maintenant que notre continent est l'un des continents inévitablement qui va encore développer ce monde. C'est un continent qui est riche en ressources, voilà, qui a tous les moyens. C'est encore nous qui allons développer encore ce monde. Alors comment on va faire? Comment on va pouvoir naturellement utiliser cette diaspora pour cette utilité-là? Et pour le faire, il faut que cette diaspora d'abord, elle accepte de se structurer. D'accord. La diaspora sénégalaise, comme les diasporas africaines en général, ne sont pas structurées. Si tu regardes aujourd'hui en France, nous sommes plus de 600 associations sénégalaises en France. Alors évidemment, il faut faire le tri. Il y a des associations des jeunes du Cap-Vert, il y a des associations... Bon, ça c'est des associations d'entités pour se marrer. Ok. Mais il y a des associations type développement, soit de leur région, soit de leur village, soit qui veulent apporter un plus, etc. Malheureusement, on n'arrive pas à s'unifier. Il n'y a pas de socle commun. Chacun est dans son coin. Et donc, il n'y a pas une mutualisation de nos efforts, il n'y a pas une vision commune, et souvent, les gens utilisent ça comme marchepied. C'est-à-dire que j'ai mon association, je fais en sorte d'avoir du monde, qu'on m'entende, et dès qu'il y a un gouvernement qui arrive, si on me donne un pouvoir, j'oublie l'association, j'oublie ses convictions, j'oublie sa politique, j'oublie ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gouvernements ne nous aident pas. Les gouvernements, ils ont une vision que j'appelle satellitaire. C'est-à-dire que quand le gouvernement PS est au pouvoir, il s'appuie sur les associations qui sont proches du PS. Quand Wade est au pouvoir, il s'appuie sur des associations proches du PDS. Quand Macky Sall est au pouvoir, il s'associe à des associations proches de l'APR et à sa communauté. Il ne touche pas les Sénégalais. Il touche en fait ses partisans. Parce que ces associations-là, si tu prends ces gens, un à un, ils sont dans leur parti. Et c'est pas multiforme. Tu comprends? Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, si tu as toutes les associations que tu as citées, j'ai toujours travaillé à essayer de mettre en œuvre ce fameux cadre fédérateur. C'est ce que j'appelle, en termes un peu barbares, l'interface. Il nous faut une interface avec nos autorités. Et l'interface avec nos autorités, à mettre en place au sein de la diaspora, ce n'est pas l'État sénégalais qui va nous l'imposer. C'est toi, Mike, c'est nous qui devons choisir nos représentants pour être notre interface. Et cette interface-là... Mais ils ont été à nous... Enfin, prenons l'exemple par rapport au Sénégal, ils ont fait quand même le côté, les députés de la diaspora, avec les 15 députés qu'on a. Est-ce que tu penses que... C'est une manière de le biaiser. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà des députés? Il faut aller au-delà. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Il faut aller au-delà. Parce que c'est une autre... Ce qu'on est en train de dire, c'est une autre type de plateforme. Oui, à un moment donné, il faut créer des nouveaux instruments sur lesquels... Macky Sall est très intelligent. Il a biaisé l'esprit des assises nationales. Quand nous avons mis en place les assises nationales de 2008
à 2011, nous avons discuté sur cette problématique d'interface. J'étais, moi, celui qui a fait le rendu des assises nationales sur la diaspora. La diaspora, ok. On va me l'apprendre. Non, mais ça va. Ce que je veux dire, ce que Macky Sall a appliqué, disant venant des assises nationales, en fait, il ne l'a pas appliqué. Il a pris l'étude des assises nationales, il l'a traficoté à sa vision partisane. Okay. Parce que c'est quoi l'esprit des députés? D'abord, et après je reviendrai sur l'idée de l'interface. L'idée des députés, c'était quoi? C'était de dire, on va chercher des députés de la diaspora, mais ces députés doivent être reconnus dans les 13 régions du Sénégal, les 15 régions du Sénégal. Donc 14, puisque nous on était la 15e. Comment veux-tu que moi, les gens de Thiès me connaissent? Toi-même, tu as compris qu'il fallait que les Sénégalais me connaissent et au travers de DSN qui essaie de me faire connaître. Ouais. Comment veux-tu, toi, que les gens de Thiès me connaissent? Donc moi, pour être candidat, je suis obligé d'être dans un parti parce que si je suis candidat tout seul, je dois avoir des signatures de ces 14. Et des signatures, je dois avoir, je ne sais plus combien, 1000 signatures par région. Et la dernière région, je crois avoir quelque chose comme 10 000 signatures. Mais comment veux-tu qu'on me connaisse? Moi qui ai quitté le Sénégal, en 1977, qui suis rentré après mes études, ne pouvant pas rester là-bas parce qu'on ne me donne pas de travail. Donc j'ai été exclu du marché économique. Je reviens en France pour travailler. D'accord? Donc à partir de là, comment veux-tu que les Sénégalais me connaissent? Donc c'est une manière biaisée de dire, si tu n'es pas dans un parti, tu ne peux pas être élu. D'accord? Et deuxièmement, l'APR, comme c'était le parti le plus fort en France, et qu'il n'y a pas de proportionnel. C'était le Raougadou, c'est-à-dire tu gagnes, tu prends tout. Donc les 3 députés de la diaspora sont venus que de l'APR. Nous, à un moment donné, j'ai été obligé de m'allier avec les forces libérales, le PDS et autres extra, pour pouvoir créer une force. Parce que nous, tout seuls, on ne pouvait pas y aller. Ouais. Mais on est arrivé second. Ouais. On les a battus à Marseille. On les a battus à Bordeaux, on les a battus à Lyon, on les a battus partout dans toutes les villes. Ils nous ont battus qu'à Paris. Et pourquoi? Parce que Paris, il y a plus de 40 000 Sénégalais. Paris, région parisienne. Région parisienne. Ça veut dire tu gagnes Paris, tu gagnes. Ouais. Tu gagnes tout. Et donc ils nous ont battus à Paris parce que tous leurs militants étaient là. Donc ce que je veux te dire par là, on est arrivé deuxième. On a mené le combat. Mais vous n'êtes pas démérité. Enfin, mais non, mais s'il y avait une proportionnelle, s'il y avait une proportionnelle, on aurait une place de député. Voilà. Mais il n'y avait pas de proportionnelle, c'est tout. Donc c'est pour te dire, la manière dont ça a été fait, c'est pas une manière. Le troisième élément que je veux te montrer, c'est que ces députés-là, le bilan qu'on peut en faire, depuis 2017, ils sont députés. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils n'ont rien apporté parce que cette compréhension de la diaspora, Demboso ne l'a pas, les gens de l'APR ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont jamais travaillé. C'est des gens qui sont issus des partis politiques et qui ont occupé le poste. Mais ils n'ont pas occupé l'esprit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu emmener dans l'Assemblée nationale cette vision de la diaspora dont nous avons besoin, ce travail d'interface que le gouvernement doit faire, que les autorités doivent faire. Alors laisse-moi terminer. Oui, c'est pour te dire donc que tu peux être élu député jusqu'à demain provenant des partis politiques, mais ce n'est pas ça qui fait que tu vas emmener notre problématique au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle. Mais donc, ceci dit, ce qui est intéressant et important, c'est comment nous, les Sénégalais de la diaspora, on peut naturellement trouver une stratégie qui nous amène à des résultats où on peut faire profiter à nos compatriotes qui sont ici et les Sénégalais qui sont là-bas au pays. Quels sont les outils sur lesquels... Les outils. Je sais, bon, je vais en citer un élément qui est important. D'abord, la banque de la diaspora, par exemple. Mais il y en a d'autres. Moi, je cite celui-là pour te laisser continuer. Pour te laisser continuer. Comment ça se fait jusqu'à maintenant, on n'a pas une banque qui nous représente et qu'ils arrêtent de nous aligner sur des RIA et des MoneyGram et des je ne sais quoi d'autre. Oui, tout ça. On en a tous marre. Mais comment on doit faire? Quel est l'axe sur lequel on doit s'appuyer quand même? Tu n'es pas le dernier venu, Mike. Dans les années 2008, 2009, 2010, on était à la rue Le Mercier, on faisait des radios avec toi, avec Ibrahima. On parlait de ces choses-là. On parlait de la problématique de l'argent. Oui, de comment on va gérer ça avec Lamine Sagna. Avec Lamine Sagna, exactement. 10 ans après, 11 ans après, où est-ce qu'on en est? Niveau zéro. Pourquoi niveau zéro, Mike? Parce que c'est l'État sénégalais qui doit participer à cette œuvre-là. Nous avons tenté à plusieurs reprises, de mettre en place des cadres fédérateurs qui prennent en compte tout ce que tu as dit là. Nous avons fait l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, qui vit toujours, mais qui n'a pas réussi. Nous avons créé le cadre
de réflexion des Sénégalais de la diaspora en France, le CDSF, ça n'a pas réussi. On a tenté le FSD, la Fédération des Sénégalais de la diaspora. Je suis allé jusqu'à Washington, on a fait le premier congrès là-bas en 2013. Ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, nous entamons une énième tentative qui s'appelle le CSD, le collectif des Sénégalais de la diaspora. Ce collectif est né au travers de la lutte que nous avons menée sur le rapatriement de nos corps, où on a démontré à l'État sénégalais que le corps d'un Sénégalais ici décédé du Covid, quand on l'a mis dans un sachet plastique où il était plus contaminant, d'une part, et quand on le met dans une double caisse à l'intérieur, quand on amène son corps au Sénégal, il n'y a aucun problème, il n'y a pas lieu de nous imposer ici, de nous enterrer là. Donc ce combat que nous avons mené... Le fait qu'ils l'ont dit au début, ça nous a pas mis bien. Nous avons fait reculer l'État sénégalais. Mais nous l'avons fait reculer au bout d'un mois et demi, 2 mois de lutte. Il y a eu nos compatriotes qu'on a enterrés ici. Mais on a réussi cette lutte-là. C'est une des luttes que nous avons réussi. Et au travers de ça, quand cette lutte s'est terminée, on a dit aux gens, nous avons pu nous unir pour ça, pour les morts. Unissons-nous pour les vivants. Absolument. Donc, unissons-nous pour les vivants. Tentons, sur la base de cette réussite, sur la base de cette expérience, de mettre en place ce cadre fédérateur politique que nous n'avons pas réussi. D'intégration. Voilà. Et quand, depuis donc 2020, après cette lutte-là... Sachant que, excuse-moi, je ne coupe pas, c'est sachant que le gouvernement du Sénégal a essayé de mettre des sortes de guichets uniques, des stratégies pour nous intégrer au niveau national. Mais il y a toujours cette faille, cette fissure, ou tout simplement ce ralentissement. Parce que nous, tous les immigrés, d'ailleurs, tous les Sénégalais de la diaspora, une bonne partie, ont un projet. 99%. On a un projet pour le Sénégal. Et quand on vient là-bas, eh ben on flotte. Soit on se fait arnaquer, ou soit on n'a pas vraiment réellement des possibilités de s'intégrer comme on veut. Alors que ça veut dire qu'il faut que peut-être que ça soit nous-mêmes qui devons créer nos instruments là-bas. C'est-à-dire qu'on ait nos propres gens. On va se comprendre. Non, tu vois, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas laisser le gouvernement sénégalais faire ce qu'il a à faire et prendre nos vrais acteurs et de faire en sorte que ça nous soit utile, le fait qu'on quitte à la fois ici pour là-bas et là-bas pour ici, et que ça soit une manière, pas forcément de les contourner, mais peut-être de travailler en osmose. Tu poses un certain nombre de problèmes dans toutes leurs dimensions qu'il faut prendre en charge, mais tu ne parles pas de comment les prendre en charge. Or, depuis 20 ans, on réfléchit sur ça. C'est-à-dire, moi je dis, nous avons créé le document, un document que tu as dû lire, où ça rassemble toutes nos revendications depuis les Salinongo à maintenant. Il suffit de le dépoussiérer, tu as tout. Donc on ne va pas se remettre à aller chercher de quoi ont besoin la diaspora. Ça, on le sait. On le sait. D'accord. Ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant faire? Ce qu'on ne sait pas faire, c'est comment résoudre ces questions-là, ou les travailler dans quel cadre. Et c'est ce que je te dis. Aujourd'hui, le gouvernement sénégalais, la manière dont il gère les Sénégalais est une hérésie. D'accord? Racoler dans le ministère des Affaires étrangères un bureau des Sénégalais de l'extérieur, géré par un ministre adjoint, etc. C'est de l'hérésie. C'est pas ça. Il faut aujourd'hui un ministère de l'immigration. Dans ce ministère Moïse Sarr est en train de faire un travail de fond. Pas du tout, mais Moïse Sarr, il a faux. Non, mais attends, laisse-moi dire. Non, mais attends. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Non, attends, Ben. Attention. Moïse, c'est un élément de la diaspora. Il était ici, il sait les problèmes qu'on vit. Bon, c'est pas que je suis là pour le défendre ou autre, hein. Attention, loin de là. C'est juste de dire. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord de faire un ministère, en revanche, qui s'occupera de nous. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il faudrait que ça soit des éléments de la diaspora qui vont venir créer des vrais outils, les vrais instruments sur lesquels on peut s'appuyer pour qu'il y ait une bonne réussite. Tu vois? Alors, ça. Je vais te dire une chose. Et que ça soit nous qui nous en occupons. C'est un partisan. Non mais attends, je termine. Non mais attends. Je suis ton invité, laisse-moi parler. Parce que là, écoute, laisse-moi parler, je suis ton invité. J'ai le droit de m'opposer à tes invités. Ok, let's go. Bon, Moïse Sarr, c'est un partisan. Tout à fait. D'accord? C'est quelqu'un qui est de l'APR, qui est mordicus APR, il travaille pour l'APR. Donc ne me le présente pas comme quelqu'un qui travaille pour la diaspora. Non, mais... Permets-moi de parler. Là, c'est toi qui... Permets-moi de développer. Oui, je développe. Vas-y. Et ton exemple, je vais te le descendre parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Pour te dire... Je ne te donne pas un exemple. Je te donne un exemple. Je disais le travail qu'il est en train d'effectuer.
J'ai travaillé sur les questions de l'électricité. D'accord, ouais, vas-y. Les gens, ils savent. Ouais, quand le directeur de la Sénélec est venu en France pour faire un exposé dans le cadre des élections, pour dire que la Sénélec, c'est ce qu'il faut pour le Sénégal, alors que dans tous mes écrits, dans toutes mes interventions, je dis le contraire. Quand je suis venu à la porte de la salle pour rentrer, la première fois, depuis 1977, 43 ans que je suis en France, la première fois qu'on m'a interdit l'accès à une salle de conférence, c'est Moïse Sarr qui m'a interdit la salle de conférence avec l'APR, en disant que je ne rentrerai pas parce que ce gars-là, le directeur de la Sénélec, ne veut pas que je lui pose des questions. Si lui, il était pour la diaspora, s'il avait un esprit démocrate, un esprit ouvert, c'est pas Moïse Sarr qui... Il se cacherait. C'est pas lui qui m'empêcherait de rentrer dans la salle. Non, mais je termine. Non, mais laisse-moi terminer. Let's go. Ton gars, je vais te le descendre parce qu'il faut le descendre. Il y a pas... Non, à un moment donné, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire de la politique, mais Moïse Sarr n'a rien compris de ce que c'est la diaspora. Parce que d'abord, il ne l'a pas vécu. Il ne l'a pas vécu. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir dans les gènes. Quand tu as un militant associatif, quand tu as vécu dans la diaspora, quand tu as vécu dans le partage, quand tu as vécu dans la nécessité, qu'on nous entende et tout ça. Je ne veux pas qu'on focalise sur lui. Non, je me focalise. Non, je vais arriver à ce que je vais te dire. Parce que moi, ce que je veux, c'est plutôt qu'on utilise les moyens d'arriver à des résultats Moïse est venu au pouvoir, constructifs, tu vois. Moïse est venu au pouvoir, il m'a contacté. Il t'a parlé quand même. Il m'a appelé. Ok, donc il m'a dit, Ben, je veux travailler avec toi sur la diaspora. Je lui ai répondu, c'est une très bonne chose. Super. Je lui ai dit, la seule chose que tu dois faire, tu dois annoncer à la presse qu'aujourd'hui, toi, en tant que ministre, tu vas travailler les questions de la diaspora au-delà des questions partisanes. Ça veut dire que Ben, il est de la société civile, il n'est pas de ce gouvernement-là. Les gens de l'opposition, tu peux les inviter à la table et que toi, tu mets tout sur la table pour discuter, pour faire avancer la diaspora en dehors de tout esprit partisan. Je lui dis, tu fais cette intervention, si tu me convoques à 8 h, je serai là à 6 h du matin. Il n'a jamais fait cette intervention. Le jour de la réunion, il est autour de la table, il m'appelle. Il me dit, Ben, on n'attend plus que toi. Je lui dis, non, je ne viendrai pas, Moïse. Donc il n'y a pas eu une Dans suite, notre discussion, tu devais faire ça. Et tout le monde entendait. Je lui ai dit, tu devais faire ça, tu ne l'as pas fait. Moi, je n'accepte pas de venir pour la photo. Parce que si je viens m'asseoir pour la photo, on prend une photo, on dit, ça y est, Ben, maintenant travaille avec Moïse Sarr, il a trouvé une place. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche une place. Non, mais qui cherche peut-être à avoir une harmonisation entre les forces l'harmonisation vives de la diaspora, a un prix. L'harmonisation a un prix, il faut être clair. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à travailler n'importe quel gouvernement sur les questions de la diaspora, mais je travaille sur des bases claires. Bon. Alors, voilà. Donc c'est pour te dire, maintenant, pourquoi les gouvernements ne réussissent pas? Tous les gouvernements, il n'y a pas que celui de Macky Sall. Celui de Ouad a réussi, a échoué lamentablement. Celui absolument, il y a eu des manquements, on en est toujours là à chercher nos pièces détachées. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais te dire. Tout à fait. Parce que il nous faut ce ministère de l'immigration, et de l'émigration d'ailleurs. Et deuxièmement, il faut que dans chaque pays où il y a des Sénégalais, qu'il y ait une interface. Et l'interface, ça veut dire que c'est toi, les autres, moi, qui allons nommer nos représentants, qui allons travailler les autorités de tutelle. Et une fois qu'on aura discuté de nos problèmes, on a des gens à nous qui seront au pays pour pouvoir les renforcer. Alors ça va partir des problèmes de vie dans les pays d'accueil, des projets, tu en as parlé, de la question de notre banque, de la question de nos fonds d'investissement, de la question de notre vie, de la question de nos familles, nos familles, voilà, j'aime bien. La question, mon enfant par exemple qui va au Sénégal, quel est aujourd'hui son lien au Sénégal? Moi aujourd'hui j'aimerais que le jour où je ne serai pas là, que mon enfant se reconnaissent dans ces pays d'origine. Oui, mais le côté état civil est haut. Voilà. C'est vrai que... Au-delà de dire il a une carte d'identité, je veux qu'il se reconnaisse à l'État sénégalais. Je veux qu'il sache qu'il a son droit à vivre ici. Je veux qu'il sache qu'il doit se battre ici en France parce qu'il a tous les droits. Il est né ici. Mais je veux qu'il sache que ses parents du Sénégal, il est aussi originaire de là-bas et il doit y apporter sa pierre. Mais ça peut se faire que dans le cadre des interfaces concrètes. Parce que moi, par exemple, les Sénégalais qui sont en Allemagne, les Sénégalais qui sont au Danemark, je ne connais pas leurs problèmes. Soyons sérieux, ils connaissent leurs problèmes mieux que moi. C'est à eux, dans ce fameux interface-là, tous ces interfaces se réunissent au Sénégal. Les individualités collectives. Je te donne un exemple. Tu vas au Sénégal, ton passeport est périmé. Est-ce que c'est normal que tu ailles dans une police pour faire ton passeport? On ne te connaît pas. Il faudrait là-bas un ministère où tu vas, tu dis, moi, Mike Silla, je suis venu, j'ai mon passeport au consulat du Sénégal à Paris, voilà, il est périmé. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Un coup de fil, paf, paf, ils te font le nécessaire, tu t'en vas. Parce que là-bas, tu es reconnu
par des gens qui te connaissent au travers des pays d'accueil. Mais si on te lance au commissariat de Médina, au commissariat de Pikine, les gens ne te connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés. Et aucun gouvernement, le gouvernement, ils ont peur de la diaspora. Alors, attends. Ils ont peur. Ça, c'est encore un autre cas sur un autre sujet. Ils ne vont jamais nous permettre cette indépendance. Alors, justement, là...